Salut, bienvenue sur la chaîne NatureKite. On se retrouve aujourd'hui à Boa Vista au Cap-Vert pour la présentation de la nouvelle Stage V2 de chez Duotone. Entre les deux, comme d'habitude, vous pouvez, si vous le voulez, vous abonner à la chaîne en cliquant là-haut. Ça nous aide à vous produire les vidéos que vous nous suggérez sur vos commentaires. N'hésitez pas à le faire. Ce tuto Stash, il est aussi inspiré des demandes que vous avez faites sur les dernières semaines. Cette Stash, fraîchement déboulée, présentation de ce produit qui a été développé cet hiver par l'équipe Duotone, les développeurs de kite à Hawaï, mais aussi par Jean de Falbert qui développe notamment les foils, mais aussi des ailes, notamment de Parawing à Maurice. Cette collaboration les a amenés à sortir une Stash dont le cahier des charges était assez nouveau, puisque cette V2, l'année dernière, en fait, la Stash était une aile qui était vraiment faite pour être stashée, déstachée, vraiment une aile de downwind, qui n'avait pas fonction à avoir des performances de montée-descente, etc. Cette année, le marché a vachement évolué. Le but de la marque, là, dans le cahier des charges, c'était de faire une aile très polyvalente, très accessible, qui gomme, qui reprenne tous les avantages des ailes qui ont été mises sur le marché jusqu'à la fin d'année 2025, et intelligemment d'aller prendre toutes les petits tips, toutes les innovations un peu malignes des différentes marques. C'est pour ça que dans ce que je vais vous présenter, vous allez retrouver des particularités qui sont communes à quelques marques qui dernièrement ont sorti des ailes de Parawing qui marchaient particulièrement bien. Je vous la présente en détail, je te montre, Mathieu, un peu ce qui se passe. L'aile, aujourd'hui, elle est, je vous la montre. Cette aile, je vais vous montrer un petit peu comment c'est construit. Sa structure, SPI, on a ici un ripstop en 30 grammes, mètre carré, qui permet d'avoir le bon compromis entre la légèreté qui fait aussi la mania, le fait de pouvoir être plié et déplié facilement, mais qui a une double épaisseur ici sur le bord d'attaque pour pouvoir tenir la charge quand on est très toilé ou quand on veut vraiment avoir une VMG, un rapport cap-vitesse intéressant au près notamment, où là il faut que ça charge un petit peu dans le bord d'attaque. Ça c'est commun, ce 30 grammes mètre carré, je vous dirais que c'est devenu quasiment un standard pour 2026 sur toutes les marques qui produisent. On retrouve des choses que vous avez déjà vues, mais qui ont vraiment fait leurs preuves. On regarde à l'intérieur ici, vous voyez que derrière le bord d'attaque, sur les A, à l'endroit où les A se prennent, on a sur les joncs cette ligne transversale qui va nous permettre de garder un ratio permanent qui ne bouge pas en fonction du toilage qu'on a. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passait jusqu'en 2025 sur les ailes, c'est que dans les rafales, les oreilles s'ouvraient un petit peu. On se retrouvait avec une surcharge, et une fois qu'on était en surcharge, elle se refermait pour beaucoup de marques. Une façon de tenir le ratio de l'aile, avoir une surface projetée qui soit toujours la même, qu'on soit très toilé ou pas toilé, c'est d'avoir cette ligne transversale qu'on a retrouvée sur pas mal de marques. Je pense que les premiers à avoir fait ça, c'était Oxbow. Non, peut-être pas Oxbow, non. C'était Ozone l'année dernière qui là, nous a ressorti sa Power Pack 2026 avec le même concept. Donc cette ligne là, c'est très léger, mais la fonction assurée, c'est de garder une même surface projetée en permanence. Derrière ça, on a des lignes ici qui sont assez courtes. On est dans la moyenne du marché, hein, ici on a une 2,8, mais on a comparé avec tout ce qui se faisait. Allez, on va dire qu'à 10 cm près, on est sur quasiment toutes les marques standards. Mais celles qui étaient un petit peu plus longues, historiquement, c'était les V1 de chez Flysurfer. Et vous allez voir, ils sont en train de sortir exactement aussi la même longueur de ligne que ça. Finalement, vous allez voir qu'en 2026, tout le monde s'est à peu près mis d'accord sur les longueurs de ligne. C'est toujours fonction du ratio. Si on a une aile qui est très étirée, forcément, on va mettre plus de lignes pour pas trop la contraindre en vrai. Mais comme les ratios aussi deviennent un peu standardisés, finalement, les longueurs de ligne aussi. On a toujours ce code couleur dans les lignes qui maintenant, pareil, hein, toutes les marques ont fait ça, c'est vachement intéressant. On a les A qui sont rouges, on a B et C qui sont bleus et les freins qui sont jaunes. Ça nous permet, quand on a l'aile dans l'eau et qu'on a un peu un tas de boue comme ça, de savoir, quand on prend la barre, en fait, où sont les A, puisqu'en fait, quand vous allez sortir l'aile de l'eau, on la sort toujours de l'eau, comme ça, et après on reprend la barre. Le but, c'est d'être sûr que ici, à chaque fois, on n'ait pas un croisement entre les A et les autres lignes. Pas avoir à passer la barre à l'intérieur. Ok, une fois qu'on a dit ça, le truc important là-dedans, je vous montre. Les lignes, ça c'est important, elles sont gainées. Alors les lignes gainées, qu'est-ce que ça a comme avantage? Ça a deux avantages. Le premier avantage, hyper important,
c'est, pour ceux qui ont commencé la Parawing il y a 1 an, là, on l'a tous vécu, hein, le problème des lignes qui n'étaient pas gainées, c'est qu'elles avaient tendance à s'emmêler hyper facilement. Et ça, c'était vraiment l'enfer parce qu'on se retrouvait toujours avec des lignes qui faisaient des pelotes de laine, mais c'est parce qu'elles n'étaient pas gainées. C'est pas parce que le bridage était long qu'on avait un plan de suspentage un peu trop compliqué. C'est la qualité de la ligne, est-ce qu'elle coulisse ou pas, c'est ça qui fait que ça fait des nœuds ou pas. Donc là, on est gainé, ça va vraiment très peu s'emmêler naturellement. Le deuxième truc qui est intéressant dans le gainage, c'est que des lignes, c'est que quand vous allez fermer l'aile, avec une stage comme ça, quand vous êtes toilé, parce que fermé, non toilé, on peut le faire par les avants, on peut backstoller l'aile, on peut faire ce qu'on veut, on va toujours y arriver, ça ne va jamais être compliqué. Par contre, quand on est vraiment toilé, comment on va fermer? On va fermer toujours par les avants comme ça, c'est-à-dire qu'on va aller chercher peut-être 4 avants, mais si on est vraiment toilé, peut-être que 2 avants, et on va les faire coulisser comme ça, ici. Mais quand je fais ça, là, ici, pour aller chercher mon bord d'attaque, il faut qu'ici, là, ce ne soit pas abrasif. Il ne faut pas que ce soit une ligne qui soit très abrasive avec ici des gros nœuds abrasifs qui fait que quand on ferme, on s'arrache les mains. Et ça, du coup, c'est pareil, hein, c'est des petits détails, mais à l'utilisation, quand on a fermé 35 fois dans la session, ça joue. Donc on est gainé, ça c'est le deuxième avantage. La barre maintenant, présentation de la barre. La barre, comme vous voyez, il y a un bec de canard ici, enfin un col de cygne. L'intérêt, c'est que quand vous êtes surtoilé, vous le savez tous, on a tendance à monter la main forcément pour aller tirer le maximum sur les avants et avoir moins de pression sur les arrières. Sauf que souvent, on se retrouvait même à la limite à aller naviguer comme ça, là. Comme ça, quand on est super toilé, on prend carrément les avants à la main pour vraiment fermer le profil. Ouais, sauf que c'est pas confortable et surtout, ça a ses limites dans le temps, quoi. Là, vachement bien. Si on n'est pas trop toilé, on va être ici, mais dès qu'on vient toiler, on va venir verrouiller ici. Ça, c'est très agréable. Très important aussi, je vous le dis, parce que je vois des gens qui quand ils sont vraiment toilés, ils ont du mal à remonter sur la planche sans vraiment se faire arracher le bras. Parce que vous mettez votre main là. Si vous mettez vraiment votre main ici, l'aile, elle vole quasiment que sur les avants. Donc l'air glisse sur le bord d'attaque. Vous n'avez pas l'aile qui rentre en pression au milieu. Ça, c'est super important. Donc c'est hyper confortable de dire, je remonte sur la planche, je me mets comme ça, mais j'ai aussi, vous voyez ma position de main, j'ai aussi de quoi appuyer sur la planche, aile bloquée, oreille dans l'eau, pour venir me positionner, me mettre debout et tout d'un coup, être capable de partir. Bon, une fois qu'on a fait ça, y a un dernier truc sur la barre qui est pas mal, c'est ce bout de harnais. Ce bout de harnais, il est un peu particulier. Vous voyez qu'en fait, il est déjà plugué dedans. Il est plugué à 2 endroits différents. Alors, avantage et inconvénient. On n'écoute pas forcément ce que nous dit la marque, mais on teste. Et par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire un monoboot qu'on règle plus ou moins en avant, ça nous a quand même surpris. C'est plutôt pas mal, je vous explique l'histoire. C'est que quand vous êtes au harnais là, si l'aile, vous êtes un peu au large et qu'elle est ici, vous allez avoir en fait forcément de la pression sur les arrières. Et donc en fait, vous voyez que je tire naturellement, comme mon bout de harnais il est là, je tire naturellement sur les arrières. Donc mon corps a tendance à garder l'aile dans la bonne position correspondant à votre allure abattue. Si en revanche, je commence à monter au vent, si je monte au vent, naturellement, ma barre va aller plus vers l'avant et ça va tirer comme ça. Mon bout de harnais étant là, vous allez voir que ça me ferme de plus en plus le profil, ce qui fait que bien que je sois en train de forcer à monter au vent, ça tire un peu sur les avants mécaniquement, un peu plus qu'ici, et ce qui fait que je vais avoir l'aile qui va aller un peu plus en bord de fenêtre, qui va un peu mieux avancer, et pour moi ce ne sera pas physique, je n'aurai pas besoin avec la main de tirer fort, puisque naturellement le harnais va décaler la pression dans la barre. Ok ? Donc ça, c'est plutôt vraiment bien pour tous les gens qui n'ont pas assez d'expérience pour, avec le monoboot, être capable de l'avancer ou de le reculer en vol pour avoir le bon point de tir. Okay, on sait tous, ceux qui ont un monoboot, qu'on l'avance à fond quand on est toilé, qu'on remonte au près, et puis qu'on va le redescendre un peu quand on est moins toilé et qu'on descend. Okay. Dernière chose, la sensibilité de la barre. Ça, vous n'allez pas pouvoir le voir à l'image, mais vous allez le voir sur l'eau tout à l'heure quand on va y aller. La sensibilité de la barre, c'est important. Il y a des marques sur lesquelles plus les ailes sont censées être performantes au près, plus elles sont sensibles au fait d'avancer et de reculer dans la fenêtre. Et donc, quand elles ont une fenêtre de vol, ce qui est compliqué, notamment pour les gens qui n'ont pas un gros niveau d'expertise dans la discipline, c'est où on positionne la main sur la barre. Ici, que vous la positionnez, je vous dire, là ou là, l'aile, elle vole de la même façon. C'est juste que vous allez avoir l'aile qui est un peu plus en arrière ou un peu plus en avant, mais elle ne va pas backstoller, elle ne va pas vous mettre des coups comme ça en avant, en arrière. L'année dernière, il y a des marques qui étaient très perfo, mais plus techniques, dans lesquelles, putain, ici, il fallait vraiment être là.
Sinon, dès qu'on mettait un peu la main là, bah, ça backstolait, ça dégazait vers l'arrière, bord de fuite dans l'eau. Okay, là, la barre, elle est très peu sensible. C'est important, notamment sur les transitions. Vous allez voir que dans 15 jours, il y a un tuto spécial transition Wingfoil qu'on tourne ici en ce moment qui va sortir. Ben, je peux vous dire que le fait de ne pas être trop sensible sur le positionnement de la main sur la barre, c'est important. Parce que quand on commence à se mettre comme ça en supination et d'envoyer dans des transitions la main ici, putain, on n'est pas capable de savoir si on l'a mise là ou là. On est prêt, on fait le truc, il y a la rafale, bam, on part. Mais quand on fait ça, il ne faut pas que ce soit sensible. Okay, donc, pour moi, ça c'est quelque chose d'important, et notamment si on n'a pas une grosse expérience quand on débute la parawing. Ok, en termes de présentation, est-ce qu'on a tout dit? Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je veux être sûr de ne rien oublier. Dernière chose, pardon, dont je ne vous ai pas parlé, c'est à quel point ici, quand on enferme de l'eau, ça ressort. Alors, très important, il y a sur la Stache de l'année passée, mais sur d'autres marques, le channel, là, le tunnel, il peut être fermé. Donc l'écoulement de la flotte peut être un peu plus compliqué à la sortie de l'eau. Là, on est complètement ouvert sur le bord d'attaque, donc à la sortie de l'eau, c'est hyper facile. Je vous rappelle que, parce qu'on me l'a demandé, quand vous êtes en sortie de l'eau, vous avez balancé la barre comme ça, c'est un merdier, vous êtes tombé. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours, on commence par prendre la barre, on l'isole, on la garde dans la main et on va chercher avec les deux mains, on va chercher 10 heures et 14 heures sur l'aile, d'accord? Donc de chaque côté du bord d'attaque, on va être assis et on va le prendre comme ça, le bord d'attaque, ok? On le prend comme ça, l'eau s'écoule, mais là on voit bien que du coup, avec les channels qu'on a, l'eau elle s'écoule facilement. Une fois qu'ici, l'eau s'est écoulée, on attend la rafale, dès que ça tire un peu, on va la relancer, bon là j'ai pas de vent, mais on va la relancer et hop, l'aile va se gonfler, d'accord? Faut comprendre l'intérêt en fait de tous ces choix techniques, parce que emprisonner de l'air, ça va être peut-être bon pour la perf, pour la plage basse, mais il y a un compromis à trouver, parce que si à chaque fois qu'on tombe, il faut évacuer de la flotte, c'est chiant. Donc on va voir sur l'eau après, je vous en dis pas plus, là il s'agit de la présentation, mais tous ces détails techniques, parce que cette aile, elle est issue de beaucoup d'essais, de tout ce qui a existé, de recherche aussi par un nombre de protos assez important qui a été fait et à Hawaï et à Maurice et en Europe, avec après des test riders, etc. Bah, tous ces choix, ce sont que des compromis en fait pour que l'aile, avant tout, n'ait pas de défaut. Aujourd'hui, on n'en est pas allé chercher des ailes spécifiques comme au début. Quand l'année dernière, on faisait des ailes qui ne faisaient que s'ouvrir et fermer. Mais aujourd'hui, on veut naviguer avec, on veut pouvoir monter au vent confortablement, tenir de la plage d'utilisation, que ce soit stable. On va parler de la stabilité, vous allez voir dans le tuto, mais très stable. Ça, c'est très important pour la suite, pour la progression. On va se voir sur l'eau. Je vais vous expliquer un petit peu les ressentis et puis on fera le petit débrief comme d'habitude après. A tout de suite. Sortie de l'eau. Bon, on a pu essayer donc la 2.8 et la 3.4. Les tailles un peu plus grosses jusqu'à 5.6, on se serait fait bien découper. Le vent nous a permis de tester les fondamentaux de cette aile. Le truc, donc, dans l'ordre, hein, le truc qui nous a marqué, c'est immédiatement la stabilité. Je vous montre. On l'a pris, quand tu la prends en main, l'aile, il y a un truc qui semble dingue, c'est que tu l'emmènes à la plage là. On a un vent rafaleux qui est side-off. L'aile, elle bouge pas. Elle tient toute seule en l'air, tu n'as pas besoin d'ajuster grand chose. Très important ici, après, c'est tu vas monter sur la planche. Tu te rends compte que quand tu fais là, ce dont on a parlé tout à l'heure,
quand on a bloqué notre main dans le col de cygne là-haut et qu'on s'est mis en position de décollage, c'était hyper facile qu'elle tienne, tu vois, là sur l'oreille, elle tenait sur l'oreille et bougeait pas. Et quand j'étais ici, là, prêt à monter sur ma planche, l'aile, elle était vraiment bien droite, elle tenait en bord de fenêtre avec l'oreille dans l'eau, sans prendre l'eau, sans faire chier. Au moment où je tirais dessus, blam, elle montait direct, c'était parfait. Ok, donc ça c'est très bien, je me mets là dans la peau d'un primo-accédant, de celui qui veut dire moi je m'y mets, j'achète une aile, mais ça correspond bien à... C'est important que le début soit déjà facilité. Ok, on monte dessus. Après, ce qui se passe, si tu veux, je t'emmène un peu là où il y a un peu plus de vent, Mathieu, pour qu'elle tienne en l'air, parce que là on est couvert par le truc, mais ce qui va être important, si tu veux, c'est que quand tu es en l'air, les ailes, je vais peut-être choper du vent, peut-être, je sais pas, ouais, là, voilà. Ce qui est important, si tu veux, c'est que les ailes, quand tu es là dans la main, c'est qu'elles ne soient pas sensibles au fait que tu mettes une main ou deux mains pour décoller là. Tu vois, que je mette mes mains ici ou là, ça ne va pas changer grand-chose, ça marche. Parce que pour décoller, il y en a qui décollent comme ça en pumping, pas très efficace. Si tu veux décoller avec les deux mains, souvent, quand tu tires sur la main arrière, tu as tendance à backstoler l'aile. Là, en fait, il y a du renvoi, c'est qu'elle revient bien parce qu'il y a de la rigidité. Ça, c'est important. Quand tu veux être efficace au pumping, il faut au moment où tu tires que l'aile revienne tout de suite. Et ça marche plutôt bien, très important. Au moment où on a commencé à pomper, très important aussi, on n'a pas eu le backstall. Quand on tire trop fort sur une aile qui est sensible, et je sais de quoi je parle pour avoir pratiqué avec des marques qui étaient assez perf, mais qui étaient très spéciales là-dessus, c'est qu'au moment où tu tires, souvent, tu sais, tu tires sur l'arrière et l'aile, elle veut backstaller comme ça. Là, j'ai exagéré en tirant là, mais il y a des ailes où tu tires comme ça et l'aile, elle dégaze directement. Donc ça, c'était intéressant parce que l'aile, tu peux vraiment tirer un peu sans poser la question. Tu tires dans tous les sens, l'aile se replace, c'est impeccable. Bon, là, tu te rends compte, l'aile, elle vole, on est offshore derrière le resto. Ça veut dire qu'il y a entre 8 et 14 nœuds en rafale. Le vent, il est cisaillant, va en twist. L'aile, elle tient. Bon, donc ça, c'était vraiment agréable. C'est pas ce que vont apprécier immédiatement les experts, c'est pas là-dessus qu'ils jugent, mais pour ceux qui démarrent, c'est quand même génial. Bon, je vous le dis aussi, parce qu'avant de partir, dans l'école, le Spot Kite Center, qui est adjacent au magasin Nature Kite Air, quand on a des débutants qui nous disent « Je fais moyennement du wing foil, j'aimerais démarrer la para-wing ». Autant me dire que c'est super important d'avoir une traction constante. Parce que là, le mec, sinon, il va tomber 8 fois en arrière, 8 fois en avant, il est cramé et le cours est fini. Et ça, on les a reçus juste avant de partir. On a fait une petite dizaine de cours avec. Ça, c'est super important parce que là, si on a une aile qui ne tient pas, même le moniteur, il est en échec. Parce qu'à partir du moment où, dès que tu la prends en l'air, l'aile, elle fait comme ça ne marche pas. Quand je dis elle fait comme ça, c'est toujours la même chose. Hein. C'est d'avant en arrière comme ça, de façon incessante. Donc, tu n'arrives pas à te caler. Et aussi, monter en avant en arrière. C'est-à-dire que cette aile-là, si tu veux, tu vois, là, elle est ici. Elle bouge pas, même si on a un vent qui est vraiment dégueu, hein, mais tu as des ailes qui vont faire comme ça, là, tu sais, comme ça, là. En haut, en arrière, enfin, en haut, en bas aussi. Donc si tu as en haut, en bas, plus en avant, en arrière, c'est très difficile de s'équilibrer sur des planches de para-wing. Ok, une fois qu'on a dit ça, les transitions, ça c'était très important. Dès qu'on a fini son premier vent, on fait une transition. Ça c'est très important, à quel point, même si on n'est pas toilé, l'aile est capable de changer de demi-fenêtre avec une légère pression. Il y a des ailes, on a tous connu ça pour ceux qui pratiquent depuis un peu plus d'1 an, il y a des ailes qui, lorsqu'on commençait à partir de l'autre côté, nous on était passé sur la demi-fenêtre de l'autre côté, on avait fait notre transition, mais l'aile était restée bloquée dans la demi-fenêtre inverse. Et là tu te retrouves écartelé, parce que l'aile tire par là et toi tu pars par là. C'était pas si facile au point qu'à l'époque on les faisait pas mal backstoller comme ça, pour repartir dans ce sens-là. C'était un peu la méthode. Là, l'aile, sans déconner, alors que j'ai peu de pression, tu vois, c'est très... Elle part toute seule. Tu vois, c'est vraiment... Alors que j'ai vraiment un vent qui est pas accommodant, hein, là, on est side-off dégueulasse. Regarde, l'aile, elle est très facile. Un tout petit coup de main, tac, elle part. Tac, elle part. Il n'y a jamais de moment où je me suis retrouvé, alors que c'était light au début, là, il n'y a jamais de moment où je me suis retrouvé à avoir fait ma transition, à avoir repris de la vitesse de l'autre côté, et que l'aile soit restée bloquée, et là, il faut tirer dessus, la faire revenir, et ça va se passer il y a 2-3 secondes où tu tires comme tu peux pour la faire revenir. C'est jamais arrivé. Donc ça, c'est important aussi. Pourquoi c'est important? Même pour les gens qui ont du niveau, c'est parce que tu vois bien que jiber, c'est facile, d'accord? Mais on va le voir dans les manœuvres, il y a un moment où tu deviens un peu plus exigeant. Je te montre, c'est que quand tu deviens exigeant, c'est que tu dis, tiens, on va faire un tac. Donc tu es ici, et tout d'un coup, tu positionnes ta main, et puis toi, tu vas aller de l'autre côté, tu vas passer là. Il faut que l'aile, elle te suive, regarde, sans beaucoup de pression. Je les place au-dessus de ma tête, il faut qu'à chaque fois là,
S'il y a un tout petit peu de pression, elle ne vole quasi pas, hop, je la passe de l'autre côté. Ça semble simple, mais il y a plein d'ailes qui restent bloquées du mauvais côté. Et donc, on peut dire, ouais, c'est vachement important pour les débutants, mais c'est vachement important pour les confirmés aussi, parce que le confirmé, il va toujours vouloir faire plus dans les vagues, dans les machins. Il ne va pas être forcément positionné bien par rapport au vent, parce que lui, ce qui suit, c'est la vague. Et là, en fait, le fait que l'aile soit capable de te suivre, c'est important. Les transitions, tu vois, regarde, il y a des transitions aussi, tu vois, des transitions Dunlop, là, un jibe Dunlop. Est-ce que l'aile, elle est capable de monter là et de passer par le bas? Bah ça, c'est en fait, est-ce qu'elle est capable de garder de la pression dans les oreilles pour faire son loop, comme ça? Hop, pas avec la ligne dedans. Et bien là, tu vois qu'avec une faible pression, tout de suite, en fait, l'aile, elle a réussi à tourner. Bon, voilà, ça, c'est des petites choses qui ne vont pas intéresser tout le monde, mais ça veut dire que même dans la peau d'un expert, tu peux te dire, ouais, l'aile, elle marche. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, la conclusion de ça, c'est que vraiment, l'aile, elle répond au cahier des charges qui a été défini par Duotone et proposé dans l'argumentaire commercial que tous les magasins ont reçu. On est dedans. Et c'est pas si facile. Il y a vraiment des marques qui ont eu du mal à sortir le produit correspondant au cahier des charges qu'ils avaient défini. Là, on est dedans. Pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait. C'est-à-dire que je vais essayer de ne pas dire quels sont les avantages et inconvénients. Je vais essayer de dire du vrai bon capverdien qui va sur l'eau tout à l'heure avec nous, ça. Là, les avantages, alors, on pourrait dire stabilité, maniabilité, hyper facile à ressortir de l'eau, à redécoller. Si c'est un chiffon dans l'eau, vous allez même lâcher la barre, hyper facile à redécoller, les lignes ne s'en mêlent pas. Donc, accessibilité, super. Fenêtre de vol, un petit peu moins de fenêtres de vol que les une ou deux marques les plus performantes du marché, certes. Mais quand je vous dis ça, putain, c'est peut-être 15 degrés de cap en moins à la montée. Et c'est peut-être en Vmax un tout petit peu moins. Mais enfin, est-ce qu'on va chercher les Vmax et est-ce qu'on calcule nos montées? Non. Donc je vous dirais qu'on le sent au GPS, on le voit au GPS, mais on ne le sent pas. Ou on le sent si, quand on fait un bord de 3 km de montée à côté du copain qui a une aile super perf mais dure à gérer. Ok. Attention à ce qu'on a remarqué. Grosse patate quand même dans le vent. Quand on commence à être surtoilé, grosse patate sur la main avant. Ça veut dire que dans toutes les marques, quand vous changez de marque ou quand vous essayez des marques, faites attention à bien essayer ou à bien aller identifier les plages d'utilisation parce que cette 2.8 là, pour mon gabarit, moi, 73-74 kg, je ne vais pas l'emmener, la 2.8 important, qui est estampillée aile de vent fort, je ne vais pas l'emmener au-delà de confortable 28, 29, 30 max. 30 max, pourquoi? Parce que j'ai cette main avant, elle est très stable, mais elle ne dégaze jamais. Elle reste stable et tire, et tire, et tire. D'accord? Donc, si je veux monter, auprès, elle va devenir physique. Donc, c'est pas qu'elle est physique, c'est qu'elle a un fond de puissance important. Donc, il faut quand même un petit peu sous-toiler. Ça veut dire que je recommande, vu les tailles qui sont au catalogue, pour un gabarit de mon poids qui navigue dans des endroits où il y a régulièrement entre 25 et peut-être 32, 35, la plus petite taille à aller chercher, pour moi, c'est la 2.2. Je vous rappelle les tailles du catalogue. 2.2, 2.8, 3.4, 4, 4.8, 5.6. Ok. En termes de prix, hein, très échelonné, entre la plus petite et la plus grosse, très peu de différence de prix. Ils ont baissé leur prix chez Duotone par rapport à l'année dernière. On est à 919 la 2.2, à 1019 la 5.6 avec le bout de harnais intégré et tout, ce qui est plutôt pas mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, moi, dans ma façon d'étager mon quiver, je commence par la plus petite. Qu'est-ce que je veux couvrir comme plage haute? Chez nous, ailleurs, je veux pouvoir couvrir 35 nœuds. Au moins 33-35, voilà, en plage haute, ça arrive souvent. Donc moi, c'est 2.2, c'est 2.2 obligatoire. Comment j'étage après? Comme la plage d'utilisation, elle est quand même grande parce qu'il y a de la plage basse aussi, et ben je vais aller chercher, derrière 2.2, je peux mettre 3.4. Ça passe, 2.2, 3.4, ça passe. La 3.4 s'emmène relativement loin. Et après 3.4, si je veux vraiment aller tartiner dans le light, bah, je vais me faire plaisir, je vais aller 5.6. Parce que la 5.6, je vais couvrir 10-11 nœuds avec une borde tendue jusqu'à 18 nœuds. Avec la 3.4, c'est mon aile centrale que je vais utiliser le plus. Et la 3.4, je vais faire 16, 28 à peu près, 16, 27. Max, hein, peut-être même 26 seulement. Ouais, 26 seulement, pas plus, je te dirais 26 seulement. De l'expérience que j'en ai, dans du vent froid, donc dense. Hein. Et derrière, bah, je prends la 2.2 de 25 jusqu'à 38-40. Voilà, là je peux tout couvrir.
Et si je mettais 2 ailes, bah, je mets 2,8 et 4. 2,8, bah, tant pis, je me limite à 27 nœuds par exemple en plage haute. Mais est-ce qu'il y a souvent chez vous plus de 27 nœuds? C'est la question que je vous pose. Et puis bah, la 4 mètres, elle va démarrer peut-être à 15 nœuds à peu près, avec une planche tendue. Voilà, ça c'est à vous de l'identifier. Attention dans ce que je vous dis là, c'est par rapport à mon poids. Moi je fais 74 kg. Après il faudrait pondérer avec la planche et le foil, mais c'est moins important. Donc considérons que pour mon poids c'est ça. Mon frère 95 kg, Jérôme, qui a un vrai bon niveau et qui sort dans toutes les conditions, bien sûr qu'il prend la 5,6, il s'est arrêté à 2,8. La 2,8, il la tient jusqu'à 37-38 nœuds. Donc il n'a pas besoin d'une 2,2. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je vous dirais une dernière chose. On a vu tous les avantages, les inconvénients, parce que ce n'est pas un inconvénient, c'est une mesure technique à digérer avant d'aller à l'eau. C'est la fermeture. Toutes les ailes, vous verrez, qui sont des ailes qui ont ici un caisson, en fait le bord d'attaque là, qui emprisonne de l'air là, toutes les ailes qui ont cette surface là, qui est assez large, ça veut dire que ça emmagasine un peu plus d'air forcément, mais c'est ça qui fait aussi beaucoup de la stabilité, c'est un choix technique. Pour les fermer, quand on est très toilé, ce qui arrivait avant, on avait 40 nœuds hier avant de partir, tout le temps c'était dingue. On avait tendance, pour ceux qui ont l'habitude de backstoller en mettant l'aile en bas comme ça là, ici, je vais la garder en pression, voilà, et qui ferme comme ça, et qui ferme ici, waouh, on se retrouvait avec de l'air ici, et c'était un peu long à fermer ici là, tu vois. Donc en fait, il faut vraiment vous dire, pour ceux qui vont naviguer toilé avec cette aile, n'hésitez pas à aller chercher les avants et à les fermer en montant ici, quand vous allez fermer, et à en chercher. Soit si vous n'êtes pas très toilé, vous pouvez aller chercher des avants ici plusieurs, mais si vraiment vous êtes toilé, vous pouvez aller en chercher que 2 là, les 2 là, tac, et là les fermer, quoi qu'il arrive, hyper facile. Par contre, en backstall, il va toujours y avoir de l'air bloqué là-dedans, vous allez mettre un peu plus de temps à l'évacuer. Ça peut être inconfortable s'il faut prendre la vague et être en action tout de suite dedans. Si vous avez de l'air, ça va modifier la trajectoire. Donc moi je vous conseille d'aller fermer en montant la main avant là-haut. Et ici on va aller chercher les 2 avants ici. Et quand je la ramène là, tac, je tue. Je tue, mais en plus vous voyez je suis en position pour pouvoir aller plier ici comme je veux pour être propre avec bridage à l'intérieur. Et une fois que j'ai le bridage à l'intérieur, hop, et là c'est fini, c'est paquet. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'en parle plus. Faites-le à la plage. Vraiment, toutes les ailes nouvelles, je vais jamais à l'eau sans les garder un quart d'heure à la plage pour comprendre comment elles réagissent, à quel point elles sont sensibles, ce qu'elles peuvent faire bien ou pas bien. Et quand souvent ça ne fait pas bien, c'est que c'est le rider qui ne l'utilise pas comme il faudrait. C'est pour ça que là je vous donne le tips. Mon frère là il fermait à 40 nœuds, là de 8 comme ça, en un coup, il descendait, il a relancé, super. Mais il a fermé par les 2 avants, d'accord? On finit par la réouverture, et bien la réouverture là pour le coup, ça sort direct. Ça c'est parce que justement on a un shape qui ne va pas se tordre, notamment grâce à cette ligne transversale, mais aussi à l'air qui est au caisson, là, au bord d'attaque qui est un petit peu plus large. On va avoir une aile qui se regonfle immédiatement tout de suite et dans l'axe. On ne va pas avoir une aile qui commence par backstoller ou commencer à s'enrouler. Hyper facile à la réouverture. Donc voilà, donc mon seul conseil, c'est juste attention, toutes les ailes qui ont du bord d'attaque avec un peu large, avec un peu plus d'air pour avoir de la stabilité, il faut les fermer quand on est toilé par les 2 avants d'un coup. On monte la main, la poignée, on va chercher jusqu'au bout sur les 2 avants, même à 40 nœuds, ça ferme, il n'y a pas de problème. Mais n'essayez pas de la backstoller et de tirer toutes les lignes, parce que là, avant de chasser tout l'air, il y a un moment, ça devient physique. Ok, je crois qu'on a tout dit là-dessus. Vous pouvez venir tester, on a cette fois-ci, ça y est, reçu toutes les tailles en test, même la 2.2. Parce que là, comme il y avait 40 nœuds, tout le monde dit « Ah, est-ce que je peux tester la 2.2 » On ne l'avait pas encore, ça y est, on a reçu. Parfait, donc au Shop Naturkite à hier. Pour ceux qui n'auront pas la chance de venir jusqu'ici, qui sont un peu loin, vous pouvez nous appeler au shop toujours au 04 94 21 97 57. Jérôme et moi, mais aussi les 3 autres vendeurs qui nous aident à partir du printemps là, sauront répondre à toutes ces questions-là, puisqu'on les teste, on les fait tous ensemble. Et c'est important parce qu'on a tous des gabarits et des niveaux différents, donc on a des ressentis différents. Et puis, dans le Spot Kite Center, l'école qui est intégrée chez Naturkite, on vous donne des cours de para-wing aujourd'hui, avec ces ailes-là, bien sûr, puisqu'en fait c'est un Pro Center du automne. Et puis derrière aussi,
petite surprise, vous pourrez venir à partir du 1er mars, on a les foil assist. On avait fait un tuto sur le foil assist du automne avec l'ogive haute et l'ogive basse. Ça y est, on les a. Alors on ne vous les prête pas. Pour ceux qui ont du niveau, on peut vous les louer. Et ça permet aussi de faire un apprentissage encadré pour ceux qui veulent. Vous avez tout, on se tient à votre disposition pour des conseils. Et le code promo pour ceux qui auront vu la vidéo, on vous l'envoie bien sûr avec grand plaisir gratuitement partout en France si vous le voulez. Mais avec le code promo Boavista26, vous recevrez votre aile avec un joli cadeau à l'intérieur. Vous verrez, on ne se fout pas de votre gueule. C'est très bien. Bref, on se tient à votre disposition. À bientôt les copains sur l'eau. Ciao!